Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Que je pense que vous pouvez le voir rien qu'à ma tronche. Je suis en... Franchement, je suis déçu. Je suis en totale déception. On était sur un super bon Grand Prix. Un Grand Prix très stratégique. Un Grand Prix où la dégradation a été tout de même un facteur clé, voilà, dans la réussite de certains pilotes, surtout en qualification, ce qui a permis à des pilotes de se révéler, surtout à des écuries de se révéler ce week-end. Ça partait plutôt bien, mais il y a eu un événement à la fin de ce Grand Prix, et je vais bien sûr vous en parler. Donc les amis, on est reparti, voilà, j'espère en tout cas que vous allez bien, que vous êtes en forme. On est parti pour le débrief de ce Grand Prix du Canada. On fait le résumé de la course très très rapidement, je vais passer certains détails, c'est tout à fait normal, puis ensuite, eh bien, on enchaînera avec les tops et les flops de ce Grand Prix. Et surtout, n'oubliez pas, voilà, de laisser un petit like, un petit abonnement, ça m'aide à faire grandir cette chaîne YouTube, et je remercie chacun d'entre vous qui prendront 5 secondes, voilà, juste pour le faire. Sur ce, on perd pas plus de temps et on est parti pour le débrief de ce Grand Prix. Alors avant toute chose et avant qu'on commence avec le départ, je vous montre comme d'habitude la grille de départ, et c'est nul autre que George Russell qui est venu chercher la pole position. Il est suivi par Max Verstappen, suivi lui-même par Oscar Piastri, suivi par Andrea Kimi Antonelli. Très très belle performance des Mercedes. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, les pneus ont été ultra importants en qualification et ça s'est fait ressentir, hein, bien sûr. Mais bon, tout de même, deuxième pole position à Montréal pour George Russell. On peut retrouver des pilotes tels que Lando Norris ou même Charles Leclerc ou même les Ferrari, hein, littéralement un petit peu plus loin. Et le départ se lance, et très très bon départ pour George Russell. Il conserve la tête de ce Grand Prix face à Max Verstappen. Antonelli va prendre l'avantage sur Oscar Piastri et donc récupérer la P3. Puis ensuite, on est parti sur quelques tours. Voilà, les pilotes se cherchent. On cherche un petit peu le rythme. La dégradation se fait ressentir. Il faut savoir qu'au niveau pneumatique, tous les leaders s'est lancé en pneu médium, sauf Lando Norris et Charles Leclerc qui s'est lancé en pneu dur. Et vous allez pouvoir constater que cela aura tout de même un certain impact en fin de Grand Prix. Donc au 11e tour d'ailleurs, en parlant de Lando Norris, il va remonter à la 6e position après avoir dépassé Fernando Alonso. Au 13e, 14e tour, on peut voir les premiers arrêts. Max Verstappen qui va rentrer au stand pour tenter l'undercut sur George Russell. George Russell va couvrir la stratégie du pilote néerlandais et va rentrer un tour plus tard. Il va être suivi par énormément de pilotes, hein, tels que Piastri au 17e tour, Antonelli au 15e tour. Au 26e tour de course, George Russell va dépasser Charles Leclerc pour la P2. Charles Leclerc qui ne s'est toujours pas arrêté, il est toujours sur son premier train de pneus durs. Le Britannique va maintenant revenir assez fortement sur Lando Norris, mais cela ne va pas durer, hein, puisque Lando va directement rentrer au stand dès le 29e tour de course pour les médiums. Donc 2 arrêts envisagés pour le pilote britannique. D'ailleurs, les deuxièmes arrêts vont arriver aux alentours du 40e tour. Hein. On va pouvoir voir Russell s'arrêter au 42e tour, Verstappen au 38e tour, le Norris va s'arrêter au 47e tour pour les durs. Ça va plutôt bien se passer pour lui, puisque la stratégie va lui permettre de récupérer énormément de temps sur son coéquipier, et on peut déjà le constater, dès le 61e tour de course, Norris est désormais à moins d'une demi-seconde d'Oscar Piastri. La bataille s'annonce ultra serrée entre les deux coéquipiers. Ils vont longtemps se chercher. Piastri va essayer de tout faire pour revenir sur Antonelli. Ils vont croiser les retardataires, ce qui va permettre à Antonelli de pouvoir un petit peu plus s'échapper face au McLaren. Norris, quant à lui, va véritablement rester 3 tours ou même 4 tours dans la boîte de vitesse de son coéquipier. Les deux pilotes vont nous sortir une véritable chorégraphie. Piastri va garder l'avantage, mais malheureusement, arrivé sur la ligne droite de départ, Norris va tenter de prendre l'intérieur. Et cela ne va pas du tout fonctionner. Contact entre les deux coéquipiers McLaren. Ça devait arriver à un moment donné. Malheureusement, c'est arrivé aujourd'hui au Canada. Donc, abandon pour Lando Norris. Et ce Grand Prix se terminera sous safety car. Donc, au bout, les amis, de ces 70 tours aujourd'hui à Montréal, victoire de George Russell qui s'impose pour la première fois de cette saison. Première victoire également pour Mercedes cette saison. Il est suivi par Max Verstappen en 2e position, suivi par Andrea Kimi Antonelli qui va chercher son premier podium en Formule 1. Donc on est parti les amis pour les top flops, et je vous invite comme toujours à me laisser les vôtres dans les commentaires. Premier top et sans aucune surprise, c'est l'écurie du week-end. Je vais bien sûr mettre Mercedes. Mercedes, top performance de l'écurie allemande, tout y était. Véritablement, ils n'ont rien loupé, ils n'ont rien manqué. Du samedi au dimanche, tout était parfait. J'ai retrouvé l'écurie de 2019-2020, une écurie qui ne laisse passer aucun détail, et ça s'est vu ce week-end. Là où l'année dernière, Mercedes n'était pas passé loin de la victoire, cette année, ils l'ont réalisé. Première victoire lors de cette saison 2025. Alors, comment expliquer cette performance de Mercedes? Pour moi, il y a deux explications. Puisque oui, hein, je les vois potentiellement reproduire cet exploit au fur et à mesure de la saison, on ne sait pas. Mais si les Mercedes étaient autant performantes ce week-end, pour moi, il y a 2 raisons. La première raison, et je vous en avais déjà parlé lors de la preview, c'est les températures. C'est les températures. On est à Montréal.
il y a beaucoup moins de chaleur que sur d'autres tracés. On sait que la plus grosse faiblesse de Mercedes, elle se situe dans les fortes températures. Donc même s'il faisait un petit peu plus chaud le dimanche, ça n'a pas été un énorme problème pour Mercedes. Et la deuxième raison, c'est au niveau pneumatique. Puisque oui, la dégradation a énormément joué aujourd'hui sur ce Grand Prix. Et même pas seulement que sur le Grand Prix, même en qualification, la dégradation était très présente. Et on a déjà pu le constater, même sur d'autres Grands Prix, du moment où on utilise les C4, les C5 et les C6, donc la gomme extra tendre que peut proposer Pirelli, eh bien on a toujours quelques surprises. Et j'ai même tendance à vous dire que au niveau de la dégradation, eh bien ça s'équilibre d'une certaine manière. Bon, ça s'équilibre pas pour tout le monde, hein. Il y a certaines écuries qui ont été bien plus touchées que d'autres équipes. On va bien sûr y revenir, notamment Ferrari. Mais là, pour le coup, la Mercedes avait à peu près la même dégradation que la McLaren, ce qui est plutôt rare depuis ce début de saison. Et mis à part ces deux aspects, si on parle des qualités, en l'occurrence l'adhérence mécanique que peut te donner cette W16, la traînée également, qui n'est pas aussi excessive que sur d'autres monoplaces. George Russell, dans le troisième secteur, c'était le pilote le plus rapide. Et même dans le deuxième, il arrivait très très bien à garder, vous savez, exactement un train arrière très stable. C'est d'ailleurs ce deuxième secteur qui lui permet de prendre la pole position. Donc énorme performance de Mercedes. Si je reviens un petit peu plus précisément sur les pilotes, George Russell, course de patron. Il prend un très très bon départ, il garde le rythme face à Max Verstappen, il gère très très bien ses pneus, il couvre Max Verstappen, de toute façon que ce soit lui ou son coéquipier, les deux avec comme référence Max Verstappen. Là où George Russell était en train de couvrir le potentiel undercut de Max Verstappen, Antonelli, lui, c'était l'inverse. Il essayait systématiquement de pouvoir dépasser Max Verstappen avec les arrêts au stand. Bon voilà, George Russell, course de patron. Je vous le disais même avant ce début de saison, pour moi, George Russell est le pilote le plus sous-estimé. Et cette victoire vient tout simplement récompenser son début de saison 2025. Andrea Kimi Antonelli, je pense que vous le savez déjà, mais je suis littéralement tombé amoureux de ce pilote et ça... bien avant Miami, hein. C'est un pilote qui me fait penser à un Lewis Hamilton, qui me fait penser à Oscar Piastri dans sa manière de faire. Je rappelle qu'il n'a que 18 ans, il vient de chercher son premier podium. Pendant la course, il a été mis à de nombreuses reprises en difficulté. Pas forcément en début de Grand Prix, puisqu'il va mettre une pression tout de même sur Max Verstappen. Mais là où il va être le plus en difficulté, c'est à la fin de cette course, quand il va se retrouver avec les deux McLaren derrière lui. Alors là, il était comme un petit poisson dans l'eau, avec deux requins derrière lui qui attendent qu'une seule chose, c'est de venir le manger. Et non, Andrea Kimi Antonelli, il est présent, il a tenu cette fameuse pression, il l'a joué même intelligemment, puisqu'il a vu les retardataires, il a profité des retardataires pour créer un écart avec Oscar Piastri. Bravo, Andrea Kimi Antonelli, vraiment bravo. Et je pense qu'il va en ressortir grandi de cette course, puisque un premier podium, c'est très très bien pour la confiance. Et là, il n'a que 18 ans et l'avenir s'annonce plutôt bon pour le jeune pilote italien. Deuxième top, et je vais bien sûr mettre Max Verstappen. Max Verstappen qui a rattrapé son retard après ce qui s'était passé au Grand Prix d'Espagne. Eh bien, ça a été un coup dur quand même qu'il fallait rattraper. Je pense également que c'était le meilleur résultat possible aujourd'hui au Canada. La Red Bull était performante, mais pas sur tous les aspects. Surtout au niveau de la dégradation. Max Verstappen, on l'a senti bien plus en difficulté. Surtout quand la voiture était chargée en carburant, c'est là où la dégradation s'est fait ressentir. Il y avait une légère différence entre les Mercedes et Max Verstappen. Ça s'est vu sur le premier relais, surtout à la fin du premier relais, puisque Max va s'arrêter au 13e tour. Pour les durs, on a bien pu le constater, Antonelli est revenu assez fortement. Sur le deuxième relais, ça s'est également vu au 38e tour de course. Du moment où la voiture s'est un petit peu allégée, ça allait beaucoup mieux pour Max Verstappen et la dégradation s'est fait un petit peu moins ressentir. En plus de cette bonne performance, là où moi j'avais quelques craintes, parce qu'un incident peut vite arriver, surtout au Canada, quand tu sais que sur les 7 dernières éditions, il y a toujours eu une safety car, sauf en 2019, eh bien j'avais peur de voir Max Verstappen se prendre une pénalité, et ça n'a pas été le cas, puisque Max a 11 points désormais sur sa super licence. Donc il fallait absolument ne pas faire d'erreur, et quand j'ai vu la première ligne, Russell-Verstappen, bon, j'avais quelques petits doutes. Voilà, j'avais quelques petits doutes. Et même quand j'ai vu ce qui s'était passé à la fin de ce Grand Prix avec la safety car, là, le gros freinage de George Russell, j'ai pas compris ce qui s'est passé entre les deux. Voilà, Russell qui freine énormément, Max Verstappen qui passe devant lui. Bref, ces deux-là, vraiment... voilà, à un moment donné, il va falloir les mettre en tête-à-tête l'un face à l'autre et il va falloir qu'ils s'expliquent. Mais bon, heureusement, il n'y a pas eu d'incident et Max Verstappen sera bel et bien présent pour ce Grand Prix d'Autriche dans 2 semaines. On continue avec les prochains tops très très rapidement. Alors déjà, Fernando Alonso, 2 fois d'affilée dans les points. Il termine dans les points en Espagne. Au Canada, c'est pareil, 7e position pour le pilote espagnol.
Il permet à Aston Martin de revenir à la 8e place au classement constructeur. Ça va mieux, voilà. On se posait des questions après l'introduction de certaines évolutions chez Aston Martin, des évolutions qui ont touché le plancher, le capot moteur. Ça avait l'air de plutôt bien se passer en qualification, mais systématiquement, Aston Martin avait du mal à concrétiser en course. Là, pour les 2 derniers Grands Prix, ça se passe plutôt bien, et surtout pour Fernando Alonso. Il était aujourd'hui sur une stratégie à 2 arrêts, donc il part en médium, il met les durs, il remet les durs, puis ensuite, lors de la safety car, il re-rentre au stand comme tous les autres pilotes pour des durs. Il était pas assez rapide pour rattraper le top 6, mais bien plus rapide que les pilotes qui étaient derrière lui, ce qui lui permet d'aller chercher la 7e position. Autre top, Hülkenberg. Alors Hülkenberg, lui, par rapport à Fernando, eh bien, il était sur une stratégie assez différente. Il part en médium, il s'arrête au 19e tour pour les durs. Et c'est là où c'est plutôt intéressant, c'est que Hülkenberg n'était pas censé s'arrêter. Il était censé terminer cette course sur les durs. Donc une stratégie à un seul arrêt. Il va s'arrêter lors de la safety car. Toujours su garder le bon rythme. Et ce qui va lui changer sa course, c'est surtout le départ. Il va profiter du cafouillage en fait entre Alexander Albon et Franco Colapinto. Et donc il va récupérer 2 positions dès le départ, ce qui va lui permettre directement de rentrer dans le top 10. Et 2 autres pilotes que je vais mettre dans les tops, je vais les mettre ensemble puisqu'ils étaient sur la même stratégie. C'est Esteban Ocon et Carlos Sainz. Les deux se sont arrêtés au même moment, donc au 59e tour de course pour les médiums. Mais ce qui va énormément jouer, c'est que à l'arrière, il y avait pas mal de batailles. Donc ça leur a permis de récupérer beaucoup de temps sur ceux qui étaient en dehors du top 10. Là, en l'occurrence, il y avait à peu près 15 secondes d'avance. Au moment où ils sont rentrés au stand, eh bien, ils ont pu garder cette avance. Bon, Sainz s'est fait dépasser, mais il a redépassé par la suite, puisqu'il avait de bien meilleurs pneus. Et arrivé à la fin de ce Grand Prix, avec la safety car, ils ont pu tous les deux garder la 9e position pour Esteban Ocon et la 10e pour Carlos Sainz. Donc, une stratégie gagnante et surtout un très très gros travail des pilotes. Je sais qu'on n'est pas non plus sur le circuit avec le plus de dégradation, mais pour garder un rythme aussi constant pendant toute la course, pendant les 3/4 de la course, faut quand même le faire. Donc rien que pour cela, j'applaudis les 2 pilotes et je les mets bien sûr dans les tops. Donc on a terminé pour les tops et on passe directement aux flops. J'en ai pas énormément, bien sûr qu'il y a des flops où je veux prendre un petit peu plus de temps. Déjà, le premier flop, pour être totalement transparent avec vous, je n'étais pas sûr de les mettre dans les flops puisque selon moi, il n'y avait rien de mieux à aller chercher aujourd'hui vu les performances de la monoplace. C'était très très compliqué. Là, je parle de Ferrari, je pense que vous l'avez compris. Comme l'a dit Lewis Hamilton, il faut des évolutions. Quand tout le monde rapporte des évolutions, eh bien, tu commences forcément à être de plus en plus frustré. Tu es en train de te demander, mais ok, c'est bien, il y a des évolutions partout, mais où sont mes évolutions? Des évolutions qui vont régler les problèmes de cette SF25. C'est la question que Lewis Hamilton se pose, et moi aussi, je me la pose, vraiment. Alors, on sait qu'il y a un nouveau plancher qui arrivera probablement en Autriche et de nouvelles suspensions arrière d'ici Silverstone, mais il faut des évolutions, parce que ce qu'on a vu aujourd'hui au Canada, c'est catastrophique, c'est pas du niveau de Ferrari. Désolé, mais tu passes de la perf de Ferrari aux 24 heures du Mans à la perf de Ferrari au Grand Prix du Canada, c'est le jour et la nuit. On a une voiture qui dégrade énormément les pneus. Les pilotes partent déjà sur du lift and coast dès les premiers tours de course. Pour ceux qui ne savent pas ce que cela signifie, en gros, c'est quand tu lèves le pied et que tu laisses coulisser la voiture avant le point de freinage. En gros, tu lâches l'accélérateur avant le point de freinage, ce qui permet généralement à la monoplace d'avoir une meilleure économie de carburant si tu le fais sur plusieurs tours, et surtout ce qui permet à la monoplace de pouvoir un petit peu plus préserver les pneus. Parce que là, la dégradation chez Ferrari, elle s'est fait ressentir. Alors oui, certes, il y a une gomme qui fonctionnait bien mieux qu'une autre pour Ferrari aujourd'hui, en l'occurrence. Là, c'était les durs, et c'est d'ailleurs pour cela que Ferrari voulait absolument mettre les durs à Charles Leclerc. Je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire en termes stratégiques, puisque Leclerc va commencer en dur au 28e tour, on va lui remettre des durs pour ensuite, au 54e tour, lui mettre des médiums. Vu qu'il partait en dur, il y avait peut-être moyen d'allonger le relais pour ensuite lui mettre les médiums juste sur la fin du Grand Prix, vu qu'on savait que les médiums ne fonctionnaient pas sur la Ferrari. Et en plus, on avait eu l'occasion de voir Lewis Hamilton avec les médiums, donc Ferrari savait qu'il fallait peut-être attendre le dernier moment pour les mettre. Il y avait peut-être une stratégie à un seul arrêt à tenter. En plus, si Ferrari tentait cette stratégie, Leclerc n'aurait probablement pas perdu de position par rapport à Lewis Hamilton, vu que l'écart était beaucoup trop grand. Donc un petit peu déçu du choix stratégique de Ferrari. Et mis à part cela, on en revient aux mêmes faiblesses, un arrière instable, les pilotes qui souffrent avec la monoplace, le deuxième secteur était ultra compliqué pour les pilotes.
Lewis Hamilton ne s'en sortait pas du tout. En plus, Lewis Hamilton, il avait des dégâts sur sa monoplace. Donc j'en ai terminé. Hein. Maintenant, j'imagine que vous comprenez pourquoi est-ce que je les mets dans les flops. Et autre raison pour laquelle je les mets dans les flops, ils viennent de perdre la 2e place au constructeur. Dû à la bonne performance de Mercedes, Ferrari est désormais 3e. Je me répète chaque semaine, mais les évolutions doivent arriver. Et ça, le plus tôt possible. Et on continue avec le prochain flop. Et je vais bien sûr vous parler de McLaren. Alors McLaren, je les mets dans les flops pour plusieurs raisons. Non pas seulement que pour l'accrochage en fin de course. J'ai pas retrouvé la MCL39 que je connaissais. Pour être totalement transparent avec vous, je m'attendais à bien mieux de la part de l'écurie britannique. Il n'y avait rien qui allait. Je pense que c'est dû à 2 aspects. Déjà, le premier aspect, c'est la qualification qui a totalement été loupée. Donc déjà, ça a mis les pilotes dans une situation délicate. Surtout qu'on sait que la MCL39 ne s'en sort pas dans l'air sale. Ça s'est vu surtout au moment où Piastri était derrière Antonelli et Norris venait de sortir des stands. Vous avez vu la différence de rythme qu'affichaient les 2 monoplaces, c'était juste dingue. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'avantage pneumatique qui n'était pas présent aujourd'hui pour McLaren. Et ça, on a pu le constater sur beaucoup de circuits, sur tous les circuits où il y a eu la gomme C4, C5, C6. Chaque fois, McLaren avait du mal sur ces tracés. Ça s'est vu à Imola, ça s'est vu à Monaco, et ça s'est vu aujourd'hui à Montréal. Donc ça, ce sont les 2 aspects que je prends en compte pour, entre guillemets, comprendre la contre-performance des 2 McLaren. Maintenant, si je vous parle des 2 pilotes, les 2 pilotes étaient sur des stratégies différentes. Là où Piastri s'est lancé en pneu médium, Norris en pneu dur. Là où Piastri devait adapter sa stratégie par rapport à la concurrence, Norris, lui, n'a pas du tout eu à le faire. Norris pouvait à chaque fois choisir le meilleur moment pour s'arrêter, tout simplement pour être le plus rapide à l'arrivée. Mais le problème, c'est que quand tu n'as pas la même stratégie sur les 2 pilotes et que l'un des 2 pilotes a une meilleure stratégie que l'autre, eh bien, ils vont forcément se croiser à un moment donné. Et ça a été le cas. Lando Norris est très bien revenu sur Oscar Piastri. Lando Norris, qui était le pilote McLaren le plus rapide ce week-end, il a profité de la bonne défense d'Andrea Kimi Antonelli, il a profité des retardataires pour venir se hisser à la hauteur de son coéquipier. On a eu une très très belle bataille, mais ce qui devait arriver, eh bien, va arriver. Lando arrive sur la ligne droite de départ, arrivé, il tente de dépasser son coéquipier via l'intérieur. Il y a une mauvaise compréhension, je pense, de la situation à ce moment-là pour les 2 pilotes. Lando pense qu'il a de l'espace pour le dépasser à l'intérieur et en même temps, Piastri n'a pas vraiment le temps de voir que Lando se déporte vers la gauche puisque au moment en fait où ils arrivent tous les 2 sur la ligne droite, Lando est à droite. Donc Piastri pense logiquement que Lando va prendre l'extérieur, mais pas du tout. Lando va se rabattre vers l'intérieur, toucher le mur, toucher l'arrière de la monoplace de son coéquipier. On est totalement sur une mauvaise analyse de la situation de la part de Lando Norris. Il n'y avait pas assez d'espace via l'intérieur et même je ne comprends même pas ce choix. Passer par l'extérieur aurait été bien plus logique, surtout quand tu sais que lors du premier virage, si tu es à l'extérieur, eh bien logiquement quand tu vas arriver dans le 2e virage, tu seras à l'intérieur. Donc tu auras peut-être un avantage. Bon, maintenant on va pas refaire l'action, mais là où je suis le plus déçu, c'est par rapport à Lando Norris. Encore une fois, il y a trop d'erreurs qui ont été commises, il y a trop d'erreurs. Bon, là, je vais essayer d'un petit peu désamorcer le truc. Heureusement que c'est arrivé, heureusement que cet incident est arrivé pour une 4e position et non pas pour une première position, parce que là, il se serait pris 25 points directement dans la tronche. Ça aurait été bien pire que 12 points. Mais là où je suis le plus déçu, c'est que d'une certaine manière, cette erreur, il n'avait pas à la faire. Ce sont des erreurs qui arrivent, mais quand tu te bats pour un championnat du monde, tu peux pas te permettre de faire ce genre de choses. J'ai peur qu'à l'avenir, cela ait un impact sur son mental. Après ce genre d'erreur, tu commences à douter de toi. Alors déjà que Lando est dans une situation où, après 10 Grands Prix, il est 2e derrière son coéquipier. Après 10 Grands Prix, il n'arrive pas à trouver le bon feeling avec la monoplace. Et ça, on peut le voir rien que dans les datas. Hein. Certes, il a la meilleure voiture du plateau, mais quand tu regardes les datas, on peut très bien constater que Lando Norris n'arrive pas à pousser cette MCL39 jusqu'à la limite. Et en plus de cela, eh bien, tu rajoutes un accrochage avec le coéquipier. Ça fait un petit peu beaucoup et j'espère que Lando Norris réussira à s'en relever tout simplement et en plus je vous parle même pas de toutes les moqueries qui se prend sur les réseaux sociaux à croire qu'aujourd'hui en Formule 1 tu n'as même plus le droit de faire d'erreurs. Je suis d'accord que quand tu veux devenir champion du monde tu n'as pas le droit de faire ce genre d'erreurs mais honnêtement le lynchage sur les réseaux sociaux qui suit derrière c'est pas vraiment nécessaire vraiment. Je crois qu'il y en a... Ils n'arrivent pas à se rendre compte que ce sont des pilotes de Formule 1 et que du moment où ce sont des mecs qui rentrent dans des voitures à plus de 300 km/h, on doit un minimum les respecter. Mais bon, bref. En tout cas, ça c'est un autre sujet, un autre débat pour un autre jour. On a terminé pour Lando Norris. J'espère vraiment qu'il reviendra. De toute façon, moi je vois 2 options. Soit cet événement va encore plus le mettre dans le mal mentalement face à son coéquipier, soit eh bien, ça va lui donner un léger électrochoc qui va lui permettre de plutôt bien revenir dès le prochain Grand Prix.
J'espère vraiment que ça sera la deuxième option, pas seulement que pour lui, mais également pour le championnat pilote. Donc on en a terminé pour les flops, j'en ai pas d'autres, je vous invite voilà, à m'en mettre d'autres dans les commentaires si vous avez d'autres flops. Je pourrais vous parler d'Alpine qui n'était pas encore au rendez-vous, je pourrais vous parler également de la contre-performance des Racing Bulls, Isaac Hadjar qui termine 16ème, c'est dommage après 3 grands prix dans les points. Fallait bien que ça arrive à un moment donné, je pourrais également vous parler de Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda qui s'est pris 10 places de pénalité et il est revenu jusqu'à la 12e position aujourd'hui. Il reste en dehors des points ou même de Lance Stroll qui termine 17e puisqu'il y a eu 3 abandons. Donc Albon a abandonné, Lawson a abandonné et du coup Lando Norris. Donc Lance Stroll termine ce Grand Prix à la dernière position et je rappelle qu'il avait pris une pénalité pour avoir poussé Pierre Gasly. Donc vous voyez il y a quelques flops qui ressortent mais je pense que de toute manière les pilotes qui n'ont pas pu terminer dans le top 10, ce sont tout simplement les pilotes qui n'avaient pas la performance pour aller chercher ce top 10. Donc c'est pour cela que je ne vais pas mettre plus de flops. En tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit like, un petit abonnement. Je remercie d'avance ceux qui prendront 5 secondes pour le faire. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Passez une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.